Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. shaka radiyo iteme mwumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITEME, nous vous passons le bonjour en espérant que vous allez bien, surtout la communauté rwandaise qui se trouve au Rwanda en ce moment et celle aussi qui se trouve à l'extérieur du Rwanda, peu importe les raisons, ceux qui vivent dans les différentes diasporas qui sont connus et aussi sans oublier ceux qui vivent dans les camps de réfugiés parce que justement au Rwanda, nous avons toujours un problème lié à la sécurité, lié à l'intégration sociale de certaines parties, de certaines personnes qui font partie de notre société diversifiée. Et nous revenons aujourd'hui pour vous présenter une émission en français. Ça faisait longtemps, je pense que la dernière a été réalisée en janvier ou en début février. Et je me rappelle très bien que nous avions dans le temps promis d'essayer de faire ou bien d'essayer d'organiser une émission par mois. Alors, ça n'a pas été possible, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda, bien sûr. Nous sommes des Rwandais, même si nous vivons à l'extérieur du Rwanda, mais nous avons des informations qui viennent directement du Rwanda, des informations qui sont soit publiées dans les médias locaux ou par des personnes qui nous transmettent ces informations. Alors, comme vous le savez, le Rwanda est dans une impasse, il est dans une crise sociopolitique et économique depuis la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais dirigé par le président Paul Kagame. Aujourd'hui, le 1er avril, nous allons discuter sur quelques enjeux, mais nous allons discuter de ces enjeux avec le cœur lourd. Pourquoi? Parce que nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays et il est dans une situation qui est très difficile pour nous, qui est très difficile d'accepter et c'est une situation qui, en réalité, ne devrait pas avoir lieu. D'autant plus que nous avons un État qui a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts au niveau de la communication, en montrant à la communauté internationale, en montrant aux autres populations d'Afrique et un peu partout ailleurs que c'est un État qui est bien gouverné par le président Paul Kagame, que c'est un État qui a une belle croissance économique, que le pays est très propre, que la population, notamment l'éducation ou l'émancipation des femmes est très exemplaire. À titre d'exemple, vous vous rappelez que le Rwanda, en ce moment, je pense que c'est la première assemblée nationale au monde qui détient le plus haut taux le plus haut pourcentage de femmes de femmes députées, 64% si je me rappelle bien. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas m'éterniser à vous faire cette petite introduction. Je vais d'abord vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle
contributrice, une nouvelle membre, une nouvelle amie de la radio ITM. Disons que ça fait pas longtemps, ça fait longtemps qu'elle est amie de la radio ITM, mais c'est la première fois qu'elle va intervenir, qu'elle va participer à notre émission. Alors, sans plus tarder, elle s'appelle Aline Ndabaga. Aline, si tu m'entends bien, je te passerai le micro pour saluer les auditrices et les auditeurs de la radio ITM et en même temps, si tu peux nous dire que veut dire le nom Ndabaga, ça vient d'où et ça veut dire quoi? À toi la parole. Bonjour à tous, bonsoir où vous êtes, partout où vous êtes dans le monde. Je salue tout le monde et j'espère que partout où vous êtes en toute sécurité, contrairement à nos compatriotes qui sont au bord du précipice, car on ne sait pas ce qui va se passer avec la situation au RDC qui est causée par notre gouvernement. Et cela nous inquiète. Donc, comme l'a dit Achille, on intervient avec le cœur lourd et avec beaucoup de préoccupations quant à la situation là-bas. Je vous salue donc en espérant que nous allons avoir une bonne discussion pour vraiment vous mettre dans la tête que la situation au Rwanda n'est pas une situation légère. C'est pas la situation comme d'habitude, parce que j'entends beaucoup parler de oui, ça fait des années qu'il y a ces problèmes, mais on n'a jamais eu un temps comme ces temps-ci où on voit le monde entier regarder ce qui se passe et vouloir intervenir pour changer la situation pour de bon. Donc, je pense que c'est un moment opportun pour en parler et trouver des solutions ensemble. Merci, chère Aline. Je ne sais pas si ma question était indiscrète. Je t'avais demandé si c'était possible de nous expliquer que signifie le nom Ndabaga dans la culture rwandaise ou bien dans l'histoire du Rwanda. C'est un nom qui est quand même spécial. Oui, c'est un nom, je pense que beaucoup de gens le savent. C'est un nom de quelqu'un qui était assez brave dans notre histoire et qui, je pense, a aussi fait partie d'un mouvement armé, si je me trompe, Achille? Oui, c'était une guerrière. Oui, exactement. Et donc, je suis très fière d'avoir ce nom de famille, car je me considère une guerrière, pas comme elle, mais une guerrière avec la pensée, parce que je n'ai pas d'armes, mais une guerrière avec mes pensées. Merci pour ces explications et effectivement, j'atteste que c'est ce que ça veut dire. Alors, Aline, aujourd'hui, on va parler de la situation sociopolitique et économique qui est au Rwanda, qui est plus qu'alarmante. On a déjà fait plusieurs émissions en disant qu'on était dans une situation alarmante, mais en ce moment, elle est plus que alarmante. Plusieurs événements se sont produits dans les dernières années et en ce moment, il y a des choses qu'on voit qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que c'était des problèmes, disons, socio-économiques. Les problèmes socio-politiques existent toujours, mais ceux socio-économiques s'aggravent tous les jours. Notamment, la famine en ce moment fait des ravages au Rwanda. On voit des jeunes, on voit des personnes âgées, on voit des adultes, on voit au sein de la population, on voit des gens qui meurent dans le public, qui tombent, qui perdent connaissance à cause de la famine. Moi, personnellement, il y a quelques semaines, j'ai parlé à un jeune Rwandais qui m'a confirmé qu'il mange à peu près une fois aux 3 jours. Une fois aux 3 jours. Dans un pays dont les statistiques démontrent le contraire. Comment ça se fait? On va en parler. On va parler de la question de l'insécurité qui est grandissante dans le pays. Une insécurité qui est caractérisée par le vol. Le vol s'accentue dans le pays. On voit aussi une insécurité qui est caractérisée par l'enlèvement des jeunes garçons. Ils vont où? On les enlève pour les amener où? On va en parler.
on voit aussi plusieurs emprisonnements arbitraires des jeunes garçons, soi-disant qu'ils ont consommé de la drogue. Pourquoi? On va en parler dans quelques instants. Enfin, pas enfin, mais avant la fin, on voit aussi beaucoup de jeunes filles, ça fait longtemps que c'est le cas, que ça arrive, mais on voit beaucoup de filles, de jeunes filles, 14 ans, 15 ans, qui n'ont plus le choix à cause de la pauvreté grandissante, à cause de cette famine qui fait des ravages. On voit des jeunes filles qui sont obligées de se prostituer pour pouvoir avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins alimentaires et autres besoins de base que tout humain a besoin. Et cela se fait dans un pays, comme on l'a dit tantôt, dans un pays qui a le plus grand pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, qui est l'instance où les représentants du peuple siègent pour discuter des problèmes de la population, pour discuter des problèmes de la société et voter des lois afin de répondre aux besoins de la population. Comment se fait-il que, dans cette posture, on voit des jeunes filles qui vivent dans ce genre de conditions? Enfin, et quand je dis la fin, mais c'est le plus important de ce que nous allons dire, c'est la guerre suicidaire du FPR en République démocratique du Congo, une guerre qui a commencé sous couvert du M23. Pour nous, le M23 égale le Rwandan Defense Force, les forces armées rwandaises. Et donc, je ne sais pas si ce sont les forces armées rwandaises, Rwandan Defense Force, les forces de défense rwandaises. Voilà, pour ne pas confondre avec l'armée qui a été défaite en 1994. Et donc, tous ces facteurs ou bien toutes ces situations constituent en gros notre discussion aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le cas de la famine. Aline, tu as suivi les nouvelles. Je pense que nous tous, on a vu des vidéos, on a vu des présentations de journalistes indépendants, on a vu aussi des articles qui font état ou bien qui font mention que au Rwanda, la famine est en train de faire des ravages. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, toi, qu'est-ce que tu as pu observer? Et selon toi, cette famine, elle est causée par quoi? À toi la parole. Merci Achille. Donc, quant à la famine, je pense qu'on sait déjà que le Rwanda, c'est un pays qui n'est pas très riche. Donc, d'avance, il y avait déjà des personnes qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins au jour le jour. Donc, on se retrouve dans un cas où les gens qui mangeaient 1 ou 2 fois par jour ne mangent plus que 1 fois par jour. Et puis, ceux qui mangeaient 1 fois par jour ne mangent plus qu'1 jour sur 2. Donc, en fait, on a rendu les pauvres encore plus pauvres et puis les plus pauvres, en gros, c'est des mourants, quoi. Donc, ils n'ont pas de solution. Il faut savoir que au Rwanda, c'est un pays où on s'est mis à dire aux gens ce qu'ils devaient cultiver. Ils ne peuvent plus cultiver les cultures qu'ils mangeaient au jour le jour. Donc, si moi je cultivais des pommes de terre, par exemple, on me dit que je ne peux plus cultiver les pommes de terre. Ça veut dire que moi, ce que je cultive, je dois le donner à la coopérative et on me demande par exemple de cultiver des chia seeds. Je ne peux pas manger des chia seeds. Et dans ce cas-là, je me retrouve dans une situation où je cultive mais je n'ai absolument rien à manger. Et au final, en fait, c'est comme si c'est une famine organisée quoi, par le gouvernement. Ils savent quel est le résultat de cela. Donc, et j'allais dire que les chia seeds en français, c'est les graines de chia. Donc, si on demande à quelqu'un qui vit dans un village de cultiver les graines de chia, en fait, on demande à cette personne de ne plus manger parce que ce que cette personne avait pu cultiver et manger ces années précédentes, c'était par exemple des pommes de terre, c'était par exemple du manioc. Et donc, si je ne peux plus cultiver cela, ça veut dire que la famine s'aggrave. Donc, je pense que c'est une situation, en fait, qui est organisée. Je pense que c'est délibéré. Et je pense qu'ils veulent, en fait, pouvoir mieux diriger les gens parce que quand t'as pas mangé, t'as pas la force de dire non, t'as pas la force de te défendre. Et
au moment des élections, je pense que la stratégie est d'arriver avec un sac de riz ou un sac de pommes de terre et de dire, voici un sac, donnez-moi des voix, quoi. Je pense que c'est une stratégie parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de sens à demander à des villageois de cultiver quelque chose qu'ils ne peuvent pas consommer. Ça, c'est de un. De deux, il y a ce que eux appellent des coopératives, mais ces coopératives sont totalement corrompues, car tu cultives des graines de chia, tu vas déposer tes graines de chia à la coopérative et apparemment à la fin du mois on devrait te donner un montant et puis il s'avère, ah ouais, on avait 25 millions par exemple, il n'y a plus un sou et tout le monde se retrouve avec rien. Donc, je pense qu'en fait, c'est un système organisé non seulement pour affamer le villageois, mais pour aussi le mettre dans une situation où il ne peut pas avoir d'entrée d'argent pour enfin pouvoir aller au marché s'acheter quelque chose. Donc, je trouve ça absolument aberrant et je suis révoltée, même si je ne suis pas au Rwanda, parce que je ne peux pas m'imaginer être dans une situation où avant, je pouvais manger 1 ou 2 fois par jour, même 3 par jour, et à ne plus rien manger alors que j'ai toute la force et la possibilité et les terres pour pouvoir m'alimenter. Et puis, je finirai par ces 2 points-ci. Il y a des vendeurs ambulants qui essayent de s'en sortir en vendant quelques avocats, en vendant quelques mangues. Et ces personnes-là se retrouvent arrêtées par les forces de police qui, à leur tour, consomment ces biens, même s'ils ne vendent qu'apparemment, ils détruisent les biens. Mais même ces 2 solutions-là, ce n'est pas de bonnes solutions parce que si vous m'arrêtez, que vous me dites que je ne peux pas vendre mes avocats ou mes pommes de terre ou mes mangues, donnez-les-moi, je rentre à la maison et au moins mes enfants ne vont pas dormir sans rien manger. Je trouve ça absolument scandaleux et les Rwandais devraient se demander qu'est-ce qu'ils vont faire dans 1, 2, 3 mois quand les gens vont commencer à tomber morts de faim, parce que ça va arriver. Ce n'est pas comme ça une situation qu'on s'imagine, mais ça va vraiment arriver. Il y a des gens qui vont tomber morts de faim. Puis je vais finir sur la situation des enfants. Les enfants, la moitié ne vont plus à l'école. Et ça se comprend parce que si tu n'as pas mangé ton petit déjeuner, tu vas pas commencer à aller à l'école pendant 8 heures d'affilée. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on sonne l'alarme et qu'on demande à la communauté internationale de nous débarrasser d'un régime mafieux qui est en train de nous tuer à petit feu depuis 30 ans. Et il n'y a jamais eu autant de désarroi, de peine dans la population. Les gens n'ont plus d'espoir. Ils sont en train de vraiment se voir au jour le jour, succomber à la faim. Et il est vraiment temps de faire quelque chose. Je vous redonne la parole, Achille. Merci beaucoup, Aline, pour ton intervention très juste et très crédible. Je veux juste rappeler que dans le passé, après la Deuxième Guerre mondiale, au temps de Staline dans l'ex-URSS, on avait constaté que Staline, pour maintenir son oppression face au peuple ukrainien, il avait utilisé la même stratégie de faire en sorte qu'il y ait une famine et que de faire en sorte que les gens meurent de faim. Et puis il y a eu beaucoup de morts dans ce temps-là. Et je parle de cette situation, je rappelle ce fait historique parce que au Rwanda, on est en train de vivre la même chose. Et c'est comme tu l'as dit, Aline, tu l'as très bien expliqué, cela est dû à une volonté, à une politique du FPR dans son oppression envers sa propre population. Je vous donne quelques exemples. Vous imaginez en ce moment les Rwandais qui cultivent du riz ou du maïs, ils seront obligés de vendre les récoltes à des coopératives qui sont détenues par qui? Par des membres du parti au pouvoir et pas n'importe quel membre, les membres supérieurs qu'on appelle j'ai oublié le nom, mais c'est les membres supérieurs du FPR. Et à partir de là, ils vont revendre le même riz et les mêmes graines de maïs, mais à un coût qui est très élevé, et ils vont le vendre à la même population qui a cultivé ces vivriers-là. De plus,
on constate que, par exemple, dans certaines situations, sous prétexte de mieux gérer l'utilisation du sol, parce que tout est dit que le Rwanda est un petit pays et qu'il y a presque une surpopulation, qu'il a la deuxième densité de l'Afrique au niveau de la population. Et donc, le gouvernement a mis en place des politiques ou des stratégies pour mieux utiliser le sol. Ce qui fait que le Rwandais lambda, puis rappelons que près de, si je me rappelle bien, peut-être qu'on va nous corriger, mais si je me rappelle bien, près de 80% des Rwandais étaient des agriculteurs. Et donc, la majorité d'entre eux ne vivaient que de l'agriculture. Ce qui fait qu'en ce moment, en empêchant, en disant aux gens de ne plus cultiver tel vivre, parce que dans le passé, par exemple, au nord, le nord produisait beaucoup de pommes de terre et le prix était très abordable, très accessible aux citoyens lambda. On avait certains fruits qui étaient cultivés dans le sud. On avait le riz à l'est ou à l'ouest, si je me rappelle bien. On avait aussi les bananes à Kibungo, je ne sais pas si tu te rappelles bien, Aline. Et donc, tout ça n'existe plus. Ce qui fait que le citoyen lambda est obligé de produire pour servir les coopératives qui, elles, vont aller vendre ces vivres ou ces cultures à l'étranger. Et c'est ainsi que dernièrement, le Rwanda a sorti un rapport mentionnant que le Rwanda a gagné beaucoup de devises parce qu'ils ont exporté beaucoup de vivres à l'extérieur du Rwanda. Effectivement, c'est un signe de monopolisation des richesses au Rwanda. Autre chose, on voit des officiels du gouvernement aller arracher des plantes qui sont prêtes à être consommées. Je pense que c'était hier ou ce matin que nous avons écouté une vidéo, que nous avons suivi une vidéo, c'est même toi qui me l'as partagée, Aline, la vidéo dans laquelle on voyait les paysans clairement dire « ça c'est presque un génocide, on est en train de nous tuer ». À petit feu, oui, mais on est en train de nous tuer. Il y a déjà une situation alarmante par rapport à la famine. Les gens meurent de faim. Mais maintenant, ceux qui font des efforts, ceux qui mettent leur énergie pour cultiver et puis essayer de s'en sortir, on a des officiels du gouvernement qui viennent arracher ces plantes et qui leur disent qu'ils n'ont pas le droit de cultiver là. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Tout ça démontre la volonté du gouvernement du FPR, dirigé par Paul Kagame, à asservir le peuple, à continuer à exercer son oppression dans toutes les formes possibles afin qu'il n'y ait jamais de révolte au Rwanda et puis qu'il s'éternise au pouvoir. Je vais mentionner aussi deux autres choses. Il y en a une dont tu as parlé, c'est une stratégie aussi politique, de créer le chaos, de blâmer les dirigeants. Et ces derniers jours, on vous fera peut-être une autre émission, mais ces derniers jours, on a vu le président Kagame, ça fait à peu près 1 ou 2 mois, on l'a vu faire des sorties médiatiques au Rwanda et blâmer publiquement, calomnier, rabaisser certains dirigeants du Rwanda, notamment Claire Akamanzi qui a été clairement rabaissée lors de la réunion qu'on appelle Umushyikirano. C'est une réunion dans laquelle les membres de la diaspora viennent rencontrer les officiels du pays pour discuter de la situation du Rwanda, de la situation du pays et puis de voir comment faire avancer les choses. Mais tout est une mascarade, c'est une façon juste de faire du lobbying. Claire Akamanzi, qui est la directrice du RDB, Rwanda Development Board, a été calomniée, elle a été rabaissée devant les autres dirigeants. Et dernièrement, on a vu une sortie du président Kagame envers les autres dirigeants où on l'a vu clairement sermonner une dame, j'ai oublié son rôle, mais elle fait partie aussi des dirigeantes locales dans la ville de Kigali. Donc, ce sont des sorties qui visent, à mon humble avis, qui visent à démontrer que il y a des choses qui ne vont pas bien au Rwanda. Ce n'est pas la faute du président, c'est la faute des autres dirigeants. Et donc, lui, il n'est pas responsable. Or, tantôt, tu as dit que c'est un État mafieux. Un État mafieux, ça veut dire qu'à la tête de la mafia, il y a quelqu'un, c'est le président Kagame. Et les autres ne font que servir ses intérêts. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant et on ne peut pas dire qu'il ne sait pas que cette stratégie ou cette politique existe. Et donc, c'est lui qui orchestre tout cela et qui, à la fin, pour jouer la carte électorale, revient dire « je suis le sauveur de la population et d'ailleurs, voici les responsables ».
C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, mais je pense que ça finira par un échec parce que pour la première fois, on a vu des gens au Rwanda qui disent, bon, ils sont encore soumis à l'oppression, ils ont encore peur du président. On voyait des gens dire, ça, c'est pas de la gouvernance, ça, c'est nous tuer à petit feu, et ça, c'est vraiment nous assassiner. C'est pire que vivre le génocide. Il y a un monsieur qui l'a dit. Par contre, quand il verbalise les solutions, bien les éventuelles, les possibilités de solutions par rapport à leurs problèmes, à leurs problèmes de famine, ils vont interpeller le président. On veut que le président intervienne. C'est notre sauveur. On aimerait qu'il vienne corriger ces dirigeants qui ne travaillent pas bien pour le peuple, bien qui ne répondent pas aux besoins de la population. Dernier point, c'est la guerre en RDC. La guerre consomme beaucoup d'argent. La guerre nécessite un budget. Un budget qui vient d'où? Un budget qui vient principalement de entre 10 et 20% des impôts qu'on impose à une population pauvre. Une affaire qui va entre 20 et 30% de l'aide internationale, parce que le Rwanda fait partie encore des pays pauvres, toujours, et le Rwanda dépend de l'aide internationale, et l'autre partie, qui est le 50%, vient du pillage des ressources en République démocratique du Congo. Et donc, tous ces facteurs que je viens de nommer, incluant les facteurs que Aline a nommés, nous font croire que le Rwanda est dans une crise, mais une crise qui est provoquée par l'État du FPR, car c'est dans le chaos, c'est dans l'oppression qu'on parvient à rester au pouvoir dans certains pays en Afrique, notamment le Rwanda. Sans plus tarder, on va parler aussi de la question de l'insécurité grandissante, notamment les vols qui ne cessent d'accroître. Le nombre de vols, le nombre de cas de vol à Kigali et un peu ailleurs s'accroît tous les jours. Et on voit aussi l'enlèvement des jeunes garçons, qui s'accompagne aussi par l'emprisonnement arbitraire de certains jeunes garçons sous prétexte qu'ils ont consommé de la drogue. Aline, si tu as suivi des nouvelles en lien avec ce que je viens de nommer, est-ce que tu peux éclairer nos auditrices et auditeurs? À toi la parole. Merci Achille. Donc, je vais commencer par l'insécurité. Je pense que si vous avez suivi les nouvelles, tous les matins, il y a des cadavres dans les rues. Je pense pas qu'il y a un jour où on voit pas un innocent se faire tuer et tout ça. C'est pour maintenir la peur dans la population. En général, ces tueries sont faites par des personnes qui, soi-disant, font la ronde la nuit pour voir s'il n'y a pas de méchants loups, mais en fait, le méchant loup, c'est eux-mêmes, quoi. Donc, c'est une vraie mascarade. Et je pense que les gens doivent être conscients de cela, c'est que ces cadavres ne sont pas, comme ils ont dit, des gens qui viennent d'en dehors du pays, qui sont en train d'essayer de faire du mal. Non, c'est votre propre gouvernement qui est une organisation mafieuse qui tue ces innocents pour que le matin, lorsque vous allez au travail, voir un cadavre et avoir la peur au ventre et ne pas oser dire ce que vous avez dans la pensée, quoi. En fait, c'est une façon tellement je ne sais même pas comment définir ça en fait, parce que c'est cruel qu'un gouvernement qui s'appelle un gouvernement mais qu'on sait qu'est une mafia utilise des personnes innocentes pour maintenir la peur dans la population. Donc, tous les matins, vous allez voir sur de nombreuses chaînes, le matin, un cadavre par-ci, un cadavre dans l'eau, un cadavre sous un arbre. Les exemples sont infinis, mais tous les jours au Rwanda, il y a des crimes qui sont perpétrés par votre gouvernement mafieux. La deuxième chose dont je vais parler, c'est concernant ce que tu as parlé des cultures. Il faut savoir que lorsque le gouvernement arrive pour arracher des cultures qui sont prêtes pour la récolte, en fait, c'est une façon de vous dire, on s'en fout que vous crevez de faim, nous, on a une mission, et en fait, c'est de vous enlever tous vos droits fondamentaux, même le droit de manger, en fait. C'est arrivé à un point où non seulement le gouvernement ne veut pas que vous travaillez, parce que pour retrouver un travail dans ce pays, c'est un miracle.
Il faut vraiment aller sur ses genoux et prier pendant 20 ans pour trouver un travail. Si vous avez la chance d'avoir un peu d'argent et commencer votre propre business, dans quelques mois, lorsque vous allez voir qu'il y a des bénéfices et que tout va bien, on va venir vous le prendre. Et de trois, si vous avez la chance d'avoir quelque chose à manger, un terrain ou cultiver, on va vous prendre le terrain, ou si on vous le prend pas, on va vous dire ce qu'il faut cultiver. Et donc, il y aura des chances qu'on vous dise, ah, mais vous allez cultiver des fleurs, et puis ces fleurs-là vont être exportées, et puis l'argent ira dans les poches de Madame Kagame. Ou alors, on vous dira, vous allez cultiver les maniocs, mais vous allez vous allez récolter ces maniocs, les amener aux coopératives qui ne vont pas vous payer, mais l'argent va dans les poches du pouvoir en place. Donc, je pense qu'il faut commencer à se réveiller, à réaliser que vous avez une organisation criminelle qui va en fait tout faire pour vous nuire en fait, dans toutes les façons possibles. Ils ne veulent pas que vous ayez la paix, ils ne veulent pas que vous soyez heureux. C'est d'ailleurs pas surprenant qu'il n'y a pas longtemps, le Rwanda est sorti parmi les pays où les gens sont les plus malheureux. Mais comment voulez-vous être heureux dans un pays où vous ne pouvez même pas aller sur votre chaîne YouTube et dire vos pensées? C'est absolument aberrant et je pense que les Rwandais doivent commencer à se demander comment ils vont vivre dans un pays où non seulement ils ne peuvent pas être en sécurité dans les rues, mais ils ne sont même pas en sécurité dans leur propre maison. Il y a encore une histoire aujourd'hui ou hier où on a vu quelqu'un qui s'est fait tuer dans sa propre maison et apparemment ça a été fait par ceux qui étaient censés faire la ronde le soir. Et en fait, il s'agit d'une personne qui a refusé de suivre ce que le gouvernement voulait qu'elle fasse, qui était qu'on lui demandait de ne pas trop s'approcher des Hutus. Donc en fait, ce gouvernement, ce qu'il veut, c'est diviser les gens pour mieux régner. Ça, on peut pas dire ça plus clairement que ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est toute unité, ils veulent absolument la mettre à bas. Donc, il faut pas que vous soyez amis avec un tel, il faut pas que vous aidiez un tel. En fait, ils veulent une situation où tout le monde, où c'est une situation où tout le monde est isolé, où tout le monde se méfie de tout le monde et que du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux de continuer à régner. Mais je vous le dis, on est en 2023, je pense qu'en 2024, on aura une toute autre image, mais ça dépend de nous. En fait, ça dépend de nous de dire stop à la violence, stop à l'insécurité, stop à la famine, stop au kidnapping, aux tueries. Et en fait, il n'y a pas un ange gardien qui va venir vous sauver. Il faut que vous commenciez par vous-même, vous mettre ensemble et commencer à avoir un mouvement social où vous dites non. Et puis, les autres pourront vous aider. Et puis, peut-être la RDC, les États-Unis voudront vous aider. Mais tant que vous êtes assis dans une situation de victime où vous attendez qu'un bon jour quelqu'un arrive pour vous sauver, ça n'arrivera pas. Ça commence vraiment par vous. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais avant de terminer, les vols, moi j'ai vu une petite vidéo où on expliquait qu'on peut pas se balader dans une ruelle à partir de 6 heures parce que non seulement on vous prend le téléphone, c'est le téléphone, le sac, et puis si vous avez, si vous êtes un peu plus jeune, on vous viole. Enfin, c'est une situation absolument inquiétante et les gens doivent se rendre compte qu'il faut absolument qu'on soit solidaire. Moi, je vis au Canada, il y a d'autres qui vivent aux États-Unis et d'autres en Belgique, mais ça nous concerne tous en tant que Rwandais parce que la situation est vraiment pressante. Il faut qu'on puisse dire à la communauté internationale qu'on est dans une situation où dans 2 ou 3 mois, on va continuer à perdre beaucoup, beaucoup de gens dû à la famine, dû à l'insécurité, et tout ça, c'est à cause de notre gouvernement mafieux. Je te redonne la parole, Achille. Merci beaucoup, Aline, pour ces réflexions, pour ton analyse très juste. Je ne veux pas revenir sur ce que tu as dit parce que tu l'as très bien dit. Je vais enchaîner en parlant
de la situation qui concerne l'enlèvement spécifique ou précis des jeunes garçons. Beaucoup de parents ont lancé l'alerte, ils ont crié, ils sont allés voir les officiels, ils sont allés voir les représentants des instances de la sécurité, la police, etc. Et ils ont dit, il y a des gens qui viennent chez nous à 3 heures du matin, qui enlèvent nos jeunes garçons, et le lendemain, quand on demande où on les a amenés, ils nous disent qu'ils n'ont pas de suite. Alors, selon nous et selon certaines informations que nous avons, mais que nous devrions vérifier à long terme ou très bientôt, c'est que le Rwanda, en ce moment, a des besoins. Il a des besoins budgétaires, des besoins monétaires pour maintenir son agression face à son voisin qui est la RDC. Et le Rwanda aussi a besoin de militaires. Est-ce que ces jeunes sont amenés au combat? Le temps nous le dira. Mais il est très probable qu'en cette période où le Rwanda est impliqué directement dans une guerre sans précédent, il est très, très bizarre et il est très surprenant que des jeunes garçons disparaissent. On ne parle pas de jeunes filles, on parle de jeunes garçons. Quant aux filles, et c'est là où je vais te repasser la parole, chère Aline, les filles, on nous parle d'exploitation sexuelle. On parle de certains hôtels qui ont des albums photos, de certaines filles qui affichent leurs photos nues, leurs coordonnées, leur numéro de téléphone. Et voilà, c'est un pays où le tourisme sexuel est d'actualité en ce moment. Bien sûr, étant donné que c'est un pays où l'oppression est incessante, il est difficile que les médias en parlent en toute liberté. Cependant, vous vous rappelez le scandale de Miss Rwanda qui a eu lieu l'année passée. C'est un scandale dans lequel le dirigeant ou le président de Miss Rwanda avait été accusé d'avoir fait des avances sexuelles aux filles et que les filles, pour avoir le prix de Miss ou bien première de fille ou bien juste pour participer, ces filles devraient vendre leur corps. Puis les vendre à qui? Les vendre à ces hommes qui sont très riches, qui sont au Rwanda et qui, la majorité, font partie du FPR. Et donc, en ce moment, on voit aussi des jeunes filles qui vont dans la rue le soir, le soir, vers 18h, 19h, un peu partout dans le pays, on voit des jeunes filles qui vont se prostituer parce que la pauvreté est très grave. On voit beaucoup de jeunes filles dont les parents n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins, et donc la seule option qui reste, c'est celle qui est voulue par le pouvoir. On met les jeunes garçons au combat, à la guerre, on les entraîne, on les amène au combat. Les jeunes filles, on va les asservir sexuellement et on contrôle la jeunesse rwandaise. Ensuite, les personnes âgées, ils nous disent rien, la famine va nous débarrasser d'eux. C'est un peu ça le schéma du FPR par rapport à sa volonté de s'éterniser sur le pouvoir. Aline, tu es une maman, tu es une fille, je ne vais pas donner de détails, mais en tant que personne qui fait partie du genre féminin, cette situation de tes consoeurs rwandaises, comment est-ce qu'elle t'interpelle et quel est le message que tu as envie de donner au gouvernement du Rwanda en premier, mais aussi à ces jeunes filles qui sont démunies et qui sont obligées de se prostituer pour survivre. À toi la parole. Merci Achille de me donner la parole. Si ça ne te dérange pas, je vais commencer par les jeunes hommes. Ces jeunes hommes, en fait, moi j'ai écouté de mes propres oreilles des audios de jeunes hommes rwandais qui étaient en train de dire qu'ils étaient à l'université. Je pense qu'à l'époque, ils ont expliqué qu'ils étaient à l'université, par exemple, à Butare, et que c'était, par exemple, des étudiants en médecine, première, deuxième année, et que tout d'un coup, ils sont enlevés, on les amène au Congo, on leur demande de faire des bandages et de jouer aux médecins, quoi, alors qu'ils n'ont pas fini leurs études.
Il y a eu des témoignages comme ça où c'est pas qu'on a un doute, on sait qu'ils sont amenés au Congo et ces enfants et ces jeunes hommes, ils parlaient parfaitement rwandais. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que certains d'entre eux ont fui le Rwanda pour se réfugier à l'Ouganda, mais ils étaient déjà arrivés au Congo où ils étaient dans des fonctions de médecin ou quelconque autre, ou par exemple même se battre. Si par exemple tu n'avais pas de profession qu'ils pouvaient utiliser, on te demandait d'aller te battre alors que c'était des étudiants. Donc je pense que c'est absolument scandaleux qu'une personne puisse avoir un jeune homme et avoir la peur au ventre en sachant que n'importe quel moment on peut te prendre ton fils et qu'il peut se retrouver au Congo. Et donc, toi, tu crois que ton fils est à l'école. Du jour au lendemain, on n'a plus de traces de lui. Et comme on dit au Rwanda qu'il n'y a pas d'enlèvement, oui, il y a des enlèvements. Oui, il y a des enlèvements pour enlever ces jeunes hommes au Congo. Il ne faut pas avoir peur de le dire. En fait, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est de savoir que font ses parents. Moi, en tant que parent, on m'enlève mon fils. Je suis devant toutes les chaînes YouTube. Je suis devant... Mais je veux dire, il faut qu'ils se mettent ensemble. Moi, je m'organise. Et je crie au secours, quoi. Et je m'étonne de ne voir personne sur toutes les chaînes YouTube qu'il y a au Rwanda ou toutes les chaînes YouTube qu'il y a à l'étranger où ces gens-là ne peuvent pas nous contacter et dire moi, je veux mon fils, il a été enlevé, je le sais, l'école m'a dit qu'on est venu le chercher et qu'il n'est jamais revenu. Et on sait très bien qui sont ces gens-là. Je pense que ça, c'est vraiment, ça m'interpelle quand même. Et c'est là où on doit vraiment se demander de quoi est fait le Rwandais. Est-ce qu'il est fait en pierre? Parce que je ne peux pas m'imaginer 1, 2, 3, 10 jeunes hommes, des centaines de jeunes hommes qui disparaissent, et puis les parents sont à la maison en train de pleurer, quoi. C'est absolument aberrant. Donc, quant aux filles, malheureusement, on sait qu'il y a la prostitution partout en Afrique et même dans le monde, mais ce qui se passe au Rwanda, c'est assez particulier parce que cette prostitution, c'est dans les hauts rangs, en fait. Donc, tous ces généraux que vous voyez, leurs femmes et enfants vivent à l'étranger et d'en fait, du jour au jour le jour, ils ont besoin de prostituées pour pouvoir survenir à leurs besoins. Je pense que c'est en fait quelque chose qui était en grain parce que la raison pour laquelle justement le cas de Prince Kid a été un cas où on a voulu cacher beaucoup de choses, c'est parce qu'il y avait beaucoup de dirigeants de haut rang qui voulaient ces miss pour les prostituer. Et on doit se demander, ces filles-ci, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas dire non? Parce que ici où on vit, tu vas pas être riche, mais tu peux aller faire un travail assez basique pour subvenir à tes besoins sans devoir te prostituer. Je pense que vraiment ces filles-là doivent commencer à se poser la question, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire non? Et dire non, c'est peut-être fuir en fait. C'est peut-être devoir fuir parce que tu sais que si tu dis non, il se peut que y ait des représailles, etc. Mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer à vraiment se poser la question sérieusement. Si tu ne peux pas dire non, alors il faut fuir. Et moi, je dis ça à tout le monde qui se retrouve dans une situation soit de famine, soit de persécution. Il ne faut pas hésiter. Il faut soit fuir ou soit se battre contre ce régime. Je pense qu'il n'y a pas de solution en fait. Ces gens-là, c'est des tueurs. Tu peux pas te confronter à eux. Et si tu ne peux pas te confronter à eux, et en fait, il faut partir. Il y a que ces deux solutions-là que je vois. Et quant aux parents qui leurs enfants disparaître dans la nature, il faut se poser la question, quand est-ce que vous allez demander à ce qu'on vous dise où sont vos enfants? S'ils sont morts, vous ne savez pas. S'ils sont vivants, s'ils sont au Congo, s'ils sont au Ouganda, il faut au moins poser la question, savoir ce qui s'est passé. Il y en a qui sont peut-être morts à la RDC. Et là, il faut aussi se poser la question, quelle est la responsabilité du gouvernement? Quels sont vos droits? On ne peut pas laisser passer des choses pareilles. C'est grave, c'est un enlèvement, c'est du kidnapping. Dénoncez-le. Je te rends la parole, Achille.
Merci encore une fois, chère Aline, pour ce cri du cœur, ce cri d'alarme face à la situation générale chaotique au Rwanda. Je ne veux pas rajouter grand-chose sur ce que tu as dit, à part dire que face à l'oppression, on a deux choix: la subir et mourir, ou lutter contre et survivre. Ou si la population se met un jour, si elle ose lever le ton et se lever contre ce gouvernement. En fait, on l'appelait un gouvernement, mais c'est pas un gouvernement. C'est un État mafieux, c'est un État terroriste, c'est un État mafieux qui ne respecte aucun droit humain. Que ce soit le droit international, les droits de l'homme, il ne respecte aucun droit. Et donc, se lever contre un État indigne, un État sanguinaire comme celui du FPR, ce n'est qu'une responsabilité. Alors, si les Rwandaises et les Rwandais pouvaient unir leurs forces en tant que population rwandaise et mettre un stop à l'oppression qu'une infime minorité leur fait subir depuis très longtemps, nous pensons que ce serait la meilleure solution. Cependant, nous n'allons pas ignorer les mesures, les pratiques très barbares, qui sont utilisées pour intimider et pour taire la population. Je vais citer un petit exemple. Tu te rappelles de Yvonne Idamanye, la youtubeuse qui a été emprisonnée, si je me rappelle bien, c'était en 2020 ou 2021, je me rappelle pas trop bien. Mais dernièrement, ils ont révisé. C'était en 2020, hein? Ouais. Voilà. Donc dernièrement, ils ont révisé son procès, mentionnant qu'elle avait commis des crimes graves contre l'État, qu'elle alimentait l'insurrection de la population envers l'État, alors qu'elle n'exerçait que son droit de liberté, un droit qui est garanti par la Constitution rwandaise. Et la cour a statué ou a fini par décider que je pense que il l'avait condamné pour 15 ans d'emprisonnement et là ils ont rajouté 5 ans en prison. Combien? Je crois qu'ils ont rajouté 2 ans et demi. Maintenant, ça 2 sera ans et 17 demi. ans. Voilà, ça c'est une façon de dire aux gens, écoutez, vous osez parler, voici ce qui va arriver. Et même en étant en prison, même si suite à la pression, on a oublié de parler de ce cas, mais on va en parler après la RDC. Le cas Roussé Sabagina. Je pense que c'est important que les auditeurs, auditrices de la radio ITM, notamment les personnes qui ne sont pas des Rwandais, c'est important qu'ils nous écoutent en tant que Rwandais et qu'ils entendent que ce que nous pensons de la libération de Paul Rusesabagina. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un État qui a des mesures barbares. Et comme le président Tshisekedi l'avait dit, il y a un esprit diabolique au sein des détenteurs du pouvoir au Rwanda. Et quand on dit esprit diabolique, c'est un esprit qui ne respecte aucunement la dignité humaine. On va parler aussi de la... En parlant de ça, d'ailleurs, apparemment, en fait, ce n'est pas elle qui a demandé à ce qu'on révise son dossier. C'est ses avocats qui ont fait ça en son nom. Et apparemment, elle ne se fie pas de ses avocats. Et elle était complètement dans le noir. Parce que tu t'imagines bien que si elle n'a pas voulu faire partie de la première session qui lui a donné ses 20 ans, elle ne va pas demander à aller devant la même cour pour aller réviser son dossier. Donc, en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que cette mafia a une façon de toujours arriver à ne pas avoir assez. Donc, les 15 ans, c'était pas assez. Elle n'avait rien demandé, mais comme par hasard, ils veulent en rajouter. Mais ce que je peux vous dire, qu'elle ne finira pas les 17 ans en prison. Je pense que le Rwanda sera libéré avant cette période-là. Et d'ailleurs, s'il n'est pas libéré, c'est que notre pays, il y a un sort sur notre pays. C'est pas possible. Mais les gens doivent savoir que ce régime n'en a jamais assez. Ils peuvent
te mettre en prison pour 15 ans pour tes pensées et toujours ne pas avoir assez et vouloir t'en rajouter alors que tu n'as rien demandé. Et apparemment, d'après des nouvelles assez crédibles, elle n'a même pas le droit d'utiliser la toilette. Mais imagine-toi enfermer quelqu'un et lui priver d'un besoin aussi fondamental que avoir droit à utiliser la toilette. Je trouve ça absolument dégoûtant d'avoir un État qui est le nôtre, mais qui est vraiment... En fait, c'est une honte. J'ai honte d'avoir un État aussi corrompu, aussi diabolique, aussi méprisable que le gouvernement du FPR. Je le dis avec le cœur lourd parce que j'aime mon pays, mais j'ai honte de notre gouvernement et j'ai honte qu'on ait laissé ça au pouvoir parce que c'est une chose en fait, ce n'est même pas des gens, le FPR est une chose dénigrable, une mafia dégoûtante qui nous a dépourvus de toutes nos libertés. Elle a complètement piétiné notre constitution. Il arrive à un moment où on se demande quand est-ce que assez sera assez. En anglais, on dit when will enough be enough. Et en fait, on se demande aussi qu'est-ce que les Rwandais attendent de plus. Qu'est-ce qu'ils attendent de plus? Moi, je dis toujours que quand Ida Mandié est partie en prison, tous les Rwandais auraient dû défiler derrière elle. Mais les 13 millions, les 12 millions auraient dû défiler derrière elle. Parce que là, on aurait pu vraiment montrer qu'on était d'accord avec ses pensées, qu'on voulait pouvoir nous exprimer sans avoir peur d'aller en prison, d'être tué, d'être torturé. Et je pense vraiment que ça aurait été une bonne occasion pour en finir avec ce régime. Donc ça, c'était vraiment un moment manqué. Comme c'était un moment manqué encore quand ils ont tué Kizito. Comme c'était, il y a eu plein de moments manqués. En 2015 avec Ouattara, on a eu tellement de moments manqués qu'il arrive à un moment où nous, les Rwandais, on doit faire une introspection et se demander qu'est-ce qu'on attend de plus. Je te redonne la parole, Achille. Merci, chère Aline, et tu parles avec le cœur lourd et avec raison. Et je ne veux pas rajouter sur les commentaires que tu as fait. Tu analyses très bien la situation et tu mobilises ou tu sensibilises la population face à sa lutte pour reconquérir ou bien pour réavoir accès à leurs droits. Des droits qui sont clairement garantis par la Constitution et tout ce qui est droits humains. Et donc, on va essayer de terminer cette émission en moins d'1 heure. On va parler de la RDC. La RDC, comme vous le savez, depuis l'année passée, le gouvernement du Rwanda a attaqué, a agressé militairement et de façon très indigne, de façon très... je manque les mots pour qualifier cette attaque, mais je vais la qualifier comme une attaque suicidaire. Le Rwanda a attaqué la RDC sous couvert du M23, qui est le mouvement du 23 mars, mais qui, on le sait, est soutenu sur le plan humain et logistique par le gouvernement du Rwanda. Tout le monde le sait. Et donc, depuis ce temps, il y a eu plusieurs négociations, plusieurs discussions, plusieurs dialogues entre les États de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a eu des discussions à Luanda et à Nairobi, et puis ces discussions ont mené à la mise en place d'une feuille de route ou bien d'un processus de paix pour la région des Grands Lacs ou bien pour le East African Community, la région de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Et depuis, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a une escalade au niveau diplomatique. Le Rwanda continue à être agressif, à utiliser des prétextes, notamment qu'il y a des rebelles rwandais qui sont sur le sol congolais, alors qu'en 2019, on voyait des officiels rwandais montrer des cadavres de rebelles rwandais qui étaient assassinés, qui étaient tués en RDC. Et en ce moment, ils ramènent
cette carte, ce prétexte qu'il y a des rebelles rwandais qui veulent les attaquer. Or, on sait que le principal mouvement qui est cité, c'est le FDLR, et on nomme les officiels du Congo et même le gouvernement du Rwanda à travers James Kabarebe, qui est le conseiller en matière de sécurité du président Paul Kagame. Il y a eu l'ambassadeur Vincent Karega. Les deux ont affirmé il y a quelques années que le FDLR était anéanti et qu'il n'avait aucune capacité ou aucune possibilité de nuire à la sécurité de l'État du Rwanda. Comment est-ce qu'il s'est réarmé? Mystère. Mais nous, on y croit. Ensuite, ils vont aussi utiliser le prétexte d'un génocide qui serait en train d'être perpétré contre la communauté rwandaise, notamment les Tutsis qui sont à l'est du Congo. Ces deux prétextes font en sorte que le Rwanda maintient son soutien au M23 et en représailles, quand on les interpelle, ils vont mentionner que le gouvernement du Rwanda, le gouvernement de la RDC soutient militairement le FDLR qui veut attaquer ou qui veut causer de l'insécurité au Rwanda. Tout ça est bien sûr faux. La réalité est laquelle? La réalité est que les tensions sont tellement allées loin que on se pose la question à savoir si le processus de paix est possible, est toujours possible. Visiblement, l'attitude de l'État rwandais démontre que non, démontre que Paul Kagame et le FPR sont décidés de maintenir l'insécurité à l'est du Congo, et il y a aussi une ambition mégalomane, surdimensionnée, visant à balkaniser le Congo, c'est-à-dire à faire en sorte que le Congo soit séparé en plusieurs pays, parce que c'est un État qui a été bâti par les colons sans considérer les différentes communautés locales qui habitaient là-bas, parce que c'était des royaumes. Et donc tout ça est bien sûr faux, et nous, en tant que Rwandais qui aimons la paix, des Rwandais qui nous estimons que la RDC a beaucoup à apporter à la population rwandaise, et que la population rwandaise aussi a beaucoup de choses à apporter à la population congolaise. Et donc, nous croyons au bon voisinage des pays. Et nous ne croyons pas que le bon voisinage vient de la guerre. Le président Kagame s'obstine de façon suicidaire. Pourquoi de façon suicidaire? En ce moment, la RDC est en train de réorganiser son armée, notamment par rapport à l'armement. La RDC a en ce moment des avions de chasse. En réponse, le gouvernement du Rwanda est allé acheter des missiles pour abattre ces avions. Ils n'ont pas eu la capacité ni la crédibilité d'acheter des avions de chasse. Il y a une supériorité à partir de là. Deuxièmement, le Congo est un grand pays. Je pense que le Congo fait à peu près 90 fois le Rwanda. Et le Congo a une plus grande population que celle du Rwanda. Et donc, en termes de logistique, en termes de ressources humaines, et en termes de richesse d'ailleurs, le royaume du Rwanda n'est pas viable face à cette guerre, surtout si elle s'éternise. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une guerre suicidaire orchestrée par le président Paul Kagame pour ses intérêts et les intérêts de ses acolytes, qu'ils soient rwandais ou qu'ils viennent d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est une guerre qui démontre encore une fois que ce président, qui dans les années passées recevait des messages élogieux de la part d'autres Africains, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, à cause de son hostilité verbale envers l'État français, certaines populations africaines se sont dit, voilà un homme, voilà un digne fils de l'Afrique qui ose défier la France. Parce que la France a une image qui n'est pas positive en Afrique. Et d'ailleurs, en parenthèse, elle doit faire beaucoup d'efforts pour redorer son image. Mais je voudrais revenir sur le fait que ce président a reçu beaucoup d'éloges. Et en ce moment, allez voir les interventions de plusieurs journalistes indépendants ou bien même des médias qui sont connus. On parle d'un Africain qui agresse les Africains. Et c'est une réalité. Ça va au-delà de ça. Son hostilité envers sa propre population s'extrapole et se traduit aussi par une hostilité envers les Africains.
de telle manière ou de telle sorte que je pense que c'était l'année passée, le gouvernement du Rwanda a signé une entente avec le gouvernement britannique pour que les demandeurs d'asile en Angleterre soient tous dirigés vers le Rwanda, moyennant une somme d'argent. Je pense que c'était un deal, c'était une négociation qui avoisinait les 120 millions de dollars. Et le Rwanda qui a toujours verbalisé, le gouvernement du Rwanda qui a toujours verbalisé que le Rwanda est un petit pays, qu'il fallait avoir une bonne, des bonnes stratégies pour mieux utiliser le sol, va chercher des étrangers comme en Angleterre, moyennant des sommes d'argent, 120 millions, qui vont aller dans la poche de qui? De ses dirigeants, les mafieux, sans langue de bois, des mafieux. Et là où je veux en venir, c'est que on a un État qui finit par porter le chapeau d'un État ou d'une organisation terroriste, mafieuse, africaine, contre les Africains. Quel est ton avis par rapport à cette analyse, ou bien quel est ton avis par rapport à la guerre en RDC, chère Aline? À toi la parole. Merci Achille. Donc en fait, la guerre en RDC, c'est purement économique pour Kagame. Je sais qu'il a utilisé beaucoup d'excuses, d'abord en disant qu'il allait arrêter un génocide. Non, en fait, d'abord, il a dit qu'il allait, après les FDLR, puis après qu'il allait arrêter un génocide des Tutsis. Et d'ailleurs, en parlant des Tutsis, je ne sais pas pourquoi il les utilise autant, étant donné qu'il a dit qu'au Rwanda, il n'y a plus d'ethnie. Donc, un jour, il dit qu'il n'y a plus d'ethnie, le lendemain, il dit qu'il va défendre les Tutsis, puis le lendemain, il dit qu'il n'y a plus d'ethnie, puis le lendemain, il dit que tous les Hutus sont des génocidaires. Enfin, je veux dire, en fait, c'est un homme assez instable. Il faut savoir que c'est un psychopathe. Et en fait, on n'a pas un leader qui a la tête sur les épaules. Donc déjà, ça c'est un problème. Il faut commencer à se demander combien de temps est-ce qu'on va laisser notre pays dans les mains d'une personne aussi instable. Donc en fait la réelle raison, c'est le pillage, parce que avec le pillage du Congo, il a pu construire tous les hôtels, toutes les rues que vous voyez, tout ça en fait, c'est le produit du pillage. Car la raison pour laquelle il n'y a pas d'argent au Rwanda, c'est parce qu'il a tué toute économie. C'est un homme qui ne peut pas laisser Achille ouvrir son business et en vivre. Il ne peut pas laisser Aline, par exemple, pouvoir ouvrir une école et que l'école soit profitable, qu'il puisse en vivre. Il va arriver le lendemain, il va te demander la moitié ou 75% des profits tous les mois. Et en fait, toi, tu vas tomber en faillite. En fait, c'est quelqu'un qui a dépourvu le Rwanda de toute économie, même le tourisme que vous voyez au Rwanda, tout l'argent va dans sa poche. Il n'y a pas de tourisme du petit commerçant qui, par exemple, va à son compte ouvrir un petit hôtel et pouvoir en profiter. Il va y mettre la main quoi qu'il arrive, parce que Kagame, il est comme ça. Ils veulent pas que les personnes puissent être autosuffisants, de peur que ces personnes un jour aient les moyens de pouvoir dire moi je n'ai besoin de personne et je vais commencer à choisir qui est mon leader. Donc ça c'est de un. De deux, je veux dire au monde entier que Kagame ne représente pas les Rwandais, et d'ailleurs on voudrait que le monde sache que c'est un loup solitaire qui ne se préoccupe que de ses propres intérêts, et donc le Rwandais doit être dissocié de Paul Kagame. Et j'espère qu'après Paul Kagame, il n'y aura pas cette image ou cette tache noire sur le Rwandais, parce que le Rwandais n'a absolument rien à voir avec Kagame. D'ailleurs, il ne nous représente pas dans sa façon de parler, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Cet homme ne représente pas les Rwandais.
Ce que j'allais dire aussi, c'est que les relations qu'il a eues avec tous ces États, en fait, c'était pas des relations réelles. Il a fait beaucoup de lobbying. On sait qu'il a payé une grande boîte de marketing aux États-Unis pour vraiment c'est de là où est venu le Singapour du Rwanda. Mais ça, c'est totalement faux. On ne peut pas avoir un Singapour où les gens ne peuvent pas être autosuffisants, les gens ne peuvent pas avoir leur maison, leur terrain sans qu'on leur vole leurs biens. Et je pense que les gens doivent se rendre compte à ce stade-ci qu'en fait tout ça a été fabriqué. C'est pour ça que c'est en train de tomber comme une tour de cartes. C'est parce que en fait, il a payé pour ces articles, il a payé pour qu'on lui donne ses surnoms, le Singapour de l'Afrique. Mais en fait, c'est drôle parce que quand on y pense, par exemple, il y a eu un moment où je sais que d'ailleurs encore aujourd'hui, si vous n'avez pas de chaussures, vous pouvez pas venir à Kigali. Donc quand les gens vont au Rwanda, ils disent partout en Afrique on voit des gens sans chaussures, mais par contre quand vous allez à Kigali, tout le monde a des chaussures. Maintenant vous savez que la raison c'est parce que ils ne peuvent pas arriver en ville sans chaussures. Donc bien sûr on a des pauvres qui sont si pauvres qu'ils ne peuvent pas s'acheter même une paire de sandales. Et donc, lui, la solution, c'est de dire, ne venez pas en ville si vous n'avez pas de chaussures. C'est pas une solution, en fait. Il a mis un rideau autour de Kigali pour faire croire au monde entier que nous n'étions pas en Afrique et que tout allait bien, que tout le monde était heureux, que c'était une ville qui vibre, et qu'il y a beaucoup de liberté, les gens sont heureux, et qu'il faut absolument venir visiter le Rwanda en masse. Mais non, don't visit Rwanda. On doit faire une campagne pour pas visiter le Rwanda parce que tous les sous que vous dépensez au Rwanda, ils vont dans la poche du FPR. Les hôtels appartiennent au FPR. Le tourisme entier appartient au FPR. Dès que vous arrivez à l'aéroport, beaucoup de restaurants doivent donner la moitié de leur ou 25%, je ne sais combien, au FPR. Donc il faut savoir, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission qu'on a fait avec Achille en parlant de cette mafia. Si vous comprenez comment marche la mafia, il y a de l'extorsion dans tous les business. Donc tout ce que vous dépensez en ville ira finalement dans les poches du FPR. Et c'est cet argent-là qu'il utilise pour kidnapper le Rusesabagina. C'est cet argent-là qu'il utilise pour aller tuer ses opposants à l'étranger. Ou alors pour faire des écoutes à l'étranger. Donc tout ça, il faut absolument l'avoir dans la tête. Dites à vos amis, dites à vos voisins, don't visit Rwanda. Il faut maintenant commencer une campagne. Ne visitez pas le Rwanda. Il faut absolument arriver à un point où on met le Rwanda dans une situation où il n'y a pas de rentrée d'argent parce qu'il utilise cet argent pour faire du mal. Il a besoin de cet argent pour aller en RDC. Et en RDC, ceux qui meurent, ce n'est pas ses fils. C'est vos fils, c'est les fils de nos Rwandais qui n'ont déjà pas de quoi manger et en plus de ça, ils doivent vivre avec l'idée que leur fils est quelque part dans la nature, mort ou vivant ou en prison quelque part en RDC et ça, ce n'est pas juste. Donc, il faut pas continuer à soutenir un régime mafieux, un régime qui ne sait que tuer. En fait, Kagame lui-même est une killing machine. Donc, lorsque Kagame a dit qu'il fallait, que Kagame lui avait demandé d'entraîner ses soldats pour qu'ils soient des killing machines, ce qu'il voulait dire, c'est que lui-même est déjà une machine à tuer. Il ne sait que faire que ça. Kagame n'a fait que tuer depuis qu'il a commencé. On sait déjà, je pense qu'Achille, tu pourras me corriger si je me trompe, qu'il a tué des personnes avec qui il venait prendre le Rwanda. Donc, si tu commences par tuer les gens Oui, chère Aline, oui, effectivement, ce que tu dis est vrai et très documenté par des personnes qui faisaient partie de l'APR, c'est-à-dire l'armée patriotique rwandaise, qui était la branche armée du Front patriotique rwandais entre 90 et 94. Et donc, oui, il y a eu beaucoup de témoignages. Et ce que je veux te proposer, c'est que dans une prochaine émission, nous pourrons prendre un petit moment pour relater ces faits historiques qui vont démontrer, en quelque sorte, qui vont démontrer comment cet État mafieux a pu s'installer au Rwanda avec tout ce pouvoir et a pu opprimer la population jusqu'à ce point.
Donc, je te retourne le micro. Oui, donc ils ne sont jamais venus sauver personne. En fait, ils étaient dans une situation de pauvreté et ils sont venus pour s'enrichir. En fait, le Rwanda est une société pour eux. C'est une société anonyme où ils sont venus faire du business et lorsqu'ils partiront, ils partiront avec tout ce qui appartient aux Rwandais. Et malheureusement, nous, on n'a pas le choix que de dire une fois, mille et une fois, on ne veut pas de cet homme, il ne nous représente pas. La RDC, c'est nos voisins, c'est nos frères, nous n'avons aucun problème avec eux. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup trop bons. J'ai toujours eu envie de le dire. La RDC a des personnes qui sont beaucoup trop bonnes. Parce que si c'était un autre pays, ils nous auraient attaqués il y a longtemps. Ça fait 1 an qu'on négocie avec ces gens-là. On fait ça au Nigeria ou un autre pays, et le lendemain, on a des bombes sur nos terres. Donc, je pense Chère Aline, ce que tu dis est très important et je tiens à le souligner. Et je tiens à remercier aussi la gouvernance en RDC parce que dernièrement, et puis c'est ce discours du président Tshisekedi qui rencontrait la jeunesse congolaise à Kinshasa, je me rappelle très bien. Le président Tshisekedi avait clairement fait la différence entre le soi-disant État rwandais et la population rwandaise. Il avait mentionné, il avait dit à sa propre population, écoutez, ne tombez pas dans le piège. Les Rwandaises et les Rwandais sont nos frères et sœurs. Nous n'avons aucun problème avec eux. Le problème, c'est Paul Kagame et sa clique qui maintiennent cette agression barbare et c'est dans ce discours qu'il l'a qualifié comme étant un homme diabolique, un homme qui a un esprit diabolique. Et donc, on est ravis, on est très content que, au moins, cette population qui est agressée au nom du Rwanda, mais qui en réalité est agressée par des mafieux qui veulent juste continuer à piller les ressources de ce beau pays, de ce grand pays d'Afrique. On est ravis qu'ils nous dissocient d'eux et nous pouvons vous garantir que la guerre que mène Paul Kagame et sa clique sous couvert de M23 en RDC n'a aucune adhésion de la population rwandaise, qu'elle soit au Rwanda ou à l'extérieur. Bien sûr, il y a quelques individus propagandistes qui vont soutenir, qui vont lancer des messages un peu sur les réseaux sociaux, mais ils ne représentent qu'une infime partie de la population et ces gens-là, leur durée de vie est très limitée parce qu'une fois qu'ils ont travaillé pour l'État mafieux, à leur tour, ils sont éliminés parce qu'il faut aussi éteindre, il faut effacer les traces. Je te repasse la parole en te demandant qu'on puisse nous diriger vers la fin de l'émission parce que nous avons dépassé l'heure que nous étions promis de ne pas dépasser. Oui, donc en conclusion, tout ce que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que il faut parler de ces choses-là, parler à vos amis, il faut en fait éduquer le monde. Il faut éduquer nos voisins, il faut éduquer nos amis, parce que malheureusement, beaucoup de gens suivent des chaînes de propagande. Il faut savoir quelles sont ces chaînes de propagande. Là où on va vous dire, ah oui, c'est le M23. Non, il n'y a pas de M23, il y a le RDF qui se cache derrière le M23. En fait, cette attaque est une attaque lâche. C'est ça que vous devez savoir, c'est ça que le monde doit savoir. Le Rwanda est un pays lâche qui n'est pas allé au Congo en son propre nom, qui a essayé de se cacher derrière le M23 et c'est pour ça qu'il a pris aussi longtemps pour qu'on puisse réellement dire que c'était le Rwanda, c'est parce que il se cachait derrière le M23. Et maintenant qu'on peut le dire, enfin qu'on peut le dire, je pense qu'on arrive vraiment à la fin du combat et j'espère que cette année 2023-2024 va vraiment nous servir pour nous réveiller, pour vraiment prendre un bon élan parce que je pense que on a assez souffert, la population rwandaise a assez souffert et je dis on parce que ça nous concerne tous en tant que Rwandais, mais aussi en tant qu'être humain parce que je peux pas m'imaginer qu'on peut être resté indifférent au malheur des autres et donc je pense que on demande vraiment l'unité de tous et se battre contre le mal qui est Kagame
loup solitaire qui ne nous représente pas en tant que Rwandais. Merci Achille, je te donne la parole. Merci beaucoup, chère Aline, pour ta contribution très importante pour le combat que nous menons. Je rappelle aux auditrices et auditeurs que nous avons pris la décision de mener cette lutte à distance parce qu'il est impossible de la mener au Rwanda, ça c'est un. Et deuxièmement, même si nous n'avons pas l'intention de retourner vivre de façon quotidienne dans notre pays, parce que nous nous sommes enracinés aussi dans nos pays d'accueil, mais nous ne pouvons pas nous taire ou faire la sourde oreille ou fermer les yeux face à la souffrance, face à la gêne que vit la population rwandaise. Alors, notre combat se situe là. Et il va continuer aussi longtemps que cet État mafieux restera en place. Sauf que, comme tu viens de le mentionner, nous osons croire que nous assistons au commencement du début de la fin de cet État mafieux qui a asservi sa population et la population aussi, les autres peuples et les autres populations d'Afrique. Alors, ensemble, nous serons en mesure de lutter et de vaincre. Quant à la communauté internationale, sachez que pour la majorité des Rwandais, votre coopération, votre association, votre partenariat avec ce que vous appelez l'État rwandais ne répond point aux besoins de la population. Au contraire, elle lui donne la force de continuer à exercer son oppression sanguinaire et indigne envers sa population. Quant aux dirigeants des équipes telles que Arsenal et le Paris Saint-Germain, nous savons que notre message peut être entendu et ne pas faire effet. Par contre, sachez que l'histoire se répète. Et sachez que l'histoire, elle s'écrit par rapport aux événements du passé et aux événements du présent. Je n'imagine pas qu'un jour, le nom d'Arsenal Football Club et le nom du Paris Saint-Germain soient associés à un État qui a asservi son peuple, qui a assassiné son peuple et qui a été responsable de millions de vies, qui a été responsable de l'assassinat, ou bien de la mort de millions de vies humaines, des vies humaines au Rwanda et dans les pays limitrophes du Rwanda et un peu aussi ailleurs. Et donc, tout à l'heure, ma chère collègue Aline a dit « Don't visit Rwanda ». C'est la campagne qu'on devrait voir de la part de tous les Rwandais, mais aussi des partenaires du Rwanda, notamment le Paris Saint-Germain et l'équipe d'Arsenal. Nous le disons avec le cœur lourd, nous le disons parce que nous aimons notre cher pays, le Rwanda des mille collines, un très beau pays, et nous le disons parce que nous n'allons pas nous taire et nous n'allons pas manger dans cette casserole. Voilà. Donc, chère Aline, merci encore une fois et on se dit, ou bien on promet à nos auditrices et auditeurs une prochaine émission, très bientôt sans prendre encore 2 ou 3 mois. Oui, parfait. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée, Achille. Merci beaucoup. À vous tous et à vous toutes. À la prochaine. Merci.